Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder une vignette clinique qui est proposée dans le cadre du département de médecine de famille et d'urgence, des vignettes en santé mentale, puis qui sont disponibles sur Internet. Alors, on a le droit de l'utiliser en principe, là. Et c'est vraiment axé santé mentale, mais en contexte de médecine de famille. Le séminaire en réadaptation auquel vous allez prendre part cet été, c'est pour des résidents, des futurs spécialistes de psychiatres. Mais la vignette qu'on regarde aujourd'hui, c'est rédigé par des cliniciens dans le contexte de médecine familiale où, comme dans le reste de la population, les gens qui sont en suivi auprès d'un médecin de famille, ben, il y a une personne sur 5 au moins qui a même des problèmes de santé mentale, comme dans le reste de la population. Fait que là, l'idée, ils veulent former les médecins de famille. Qu'est-ce qu'on fait quand, dans mon cabinet, comme médecin généraliste, j'ai quelqu'un, dans ce cas-ci, qui vit de l'anxiété. Fait que là, pour faire ce training-là auprès des médecins, une façon de le faire, c'est avec des vignettes cliniques. Et nous, ce qu'on va vouloir faire avec les années, c'est comment produire des vignettes pour les pères aidants. OK? Puis de développer une expertise, puis un exercice, une pratique à travers l'évolution aussi de vignette en vignette. Puis, c'est ça qui va constituer la matière de base de la nouvelle profession. C'est sûr qu'on va vous demander quand le stage va commencer, faire un petit tour de table. Bon, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Ah, sous forme de vignette. Mm-hmm. J'ai rencontré telle personne. Bon. Donc, c'est pour ça que cette semaine, on a 2 vignettes. On va en parcourir une en détail. On verra si on a le temps pour voir l'autre. Je vous ai mis une partie seulement, la première partie du PowerPoint. Mm-hmm. On va le regarder ensemble, OK? Puis, on va faire un petit peu l'exercice après. Comment vous interprétez ça? Qu'est-ce que vous ajouteriez si vous aviez une ligne ou 2 à ajouter dans la vignette? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire que d'avoir une vignette qui est colorée par l'ajout, la contribution des pères aidants? On va regarder la vignette de Fanny. Fanny, 28 ans. Une patiente de 28 ans qui vous appelle pour obtenir un rendez-vous rapidement car elle s'inquiète d'avoir quelque chose de grave. Lorsque vous retournez son appel, vous lui demandez pour quelle raison elle souhaite que vous la voyiez rapidement. Fanny vous répond qu'elle ressent depuis 24 heures ses symptômes qui sont allés en augmentant et elle s'inquiète que ceci puisse être quelque chose de grave. Elle ajoute avoir dû se rendre à l'urgence avec son conjoint et son garçon la nuit dernière en raison de ses symptômes. Elle se demande si elle sera en mesure de continuer à fonctionner de cette façon. Puisque vous êtes en accès adapté, vous lui donnez un rendez-vous le lendemain. Ça pourrait arriver, ça. Comme père aidant, je peux-tu te voir, là? Fanny est votre patiente depuis qu'elle est âgée de 16 ans. Vous savez qu'elle est mère d'un garçon de 4 ans, est en couple depuis 7 ans, présente un surpoids, mais est en bonne santé par ailleurs. A déjà consommé du cannabis, mais n'en consomme plus depuis sa grossesse. Habite en appartement, travaille à temps plein pour un grossiste en matériel informatique, a étudié au cégep en technique administrative, occupe le même emploi depuis qu'elle a terminé son diplôme collégial. Un bon réseau social, a des parents qui vivent toujours ensemble, frères, cadets, en contact régulier avec eux. Au moment de votre rencontre avec Fanny, vous documentez les symptômes ayant justifié la consultation à l'urgence. Nous, comme pères aidants, ce pas les symptômes qu'on documente. Peut-être en lien, mais bon. Et ces symptômes-là, palpitations cardiaques, étourdissement, engourdissement, nausées, maux de tête fréquents, peur de subir un infarctus, impact important sur son sommeil,
insomnie de longue date préexistante aux symptômes aigus récents, mais aggravée par les symptômes. Pleurs fréquents depuis l'apparition des symptômes il y a 2 jours, se sent à bout, se demande comment elle pourra continuer à fonctionner au travail avec tous ces symptômes. Qu'aimeriez-vous savoir à ce stade-ci? On y revient tout à l'heure. Vous voudrez vérifier s'il y a une cause organique aux symptômes présents. Ça, c'est pour le médecin. Donc, il y aura des examens et les résultats des examens faits à l'urgence, tous normaux, et bilans récents au dossier normaux aussi. Vous l'aviez rencontré il y a 3 mois pour le suivi de sa contraception. Vous voudrez vérifier si les symptômes présents sont secondaires à l'usage de substances. Aucun usage de tabac, alcool occasionnel seulement et aucune consommation de drogue depuis sa grossesse. Aucune médication. Boit 2-3 cafés par jour, aucune boisson énergisante, une boisson gazeuse par jour. Qu'aimeriez-vous savoir d'autre à ce stade-ci? Vous voudrez évaluer le potentiel de dangerosité. On parle du risque auto-agressif. Fanny reconnaît s'être sentie à bout depuis 2 jours. Par contre, elle nie avoir des idées suicidaires et n'a jamais envisagé de plan de mettre fin à ses jours. Donc, ce qu'on appelle le COC, comment ou quand, est négatif, pas de plan précis sur des moyens, lieux ou moments. Elle vous confirme n'avoir jamais commis de gestes suicidaires par le passé. Vous inscrivez au dossier que votre évaluation du risque suicidaire est faible. Donc, c'est par rapport à l'auto-agressivité. Ensuite, hétéro-agressivité. Fanny nie avoir l'intention de faire du mal à quelqu'un, ni d'en avoir déjà eu l'intention. Malgré qu'elle se soit sentie plus irritable récemment, elle dit n'avoir eu de gestes violents envers son garçon et son conjoint, n'avoir jamais eu de gestes violents, et se sent en mesure de contribuer à répondre aux besoins de base de son garçon, donc pas de négligence parentale. Puis, en passant, hein, quand ça, c'est des éléments courants auxquels, quand on est si on sait qu'un enfant peut être en danger, là, il faut le déclarer. Il y a une procédure qui fait que ça peut justifier un bris de confidentialité parce qu'une autre personne est en danger. C'est pour ça que ces questions-là, ça fait partie de la routine pour la protection des enfants. Vous voudrez revoir les antécédents personnels et familiaux. Pourtant, il n'y a aucun antécédent médical, difficulté de sommeil depuis toujours, aucune idée délirante, hallucination, dysphorie ou difficultés relationnelles ou au long cours. Antécédents familiaux, mère a toujours eu des difficultés à dormir elle aussi, père atteint d'un trouble douloureux chronique. Vous voudrez préciser la durée et les symptômes, des symptômes et leur évolution. Fanny reconnaît être de nature anxieuse, mais avait néanmoins toujours eu un bon fonctionnement. Depuis quelques semaines, elle se sentait plus agitée et irritable, mais ce n'est que depuis les 2 derniers jours qu'elle a ressenti des bouffées de symptômes qui l'ont inquiétée au plus haut point. Son moral est bon par ailleurs. Aussi, vous voudrez clarifier le contexte de survenue des symptômes, les facteurs déclencheurs. Au travail, Fanny aime son travail et se sent appréciée de ses superviseurs et collègues. Il n'y a pas eu de changement récent dans ses tâches. Ces symptômes récents ont un impact négatif sur sa performance en raison de son manque de sommeil et de ses inquiétudes sur la signification de ces symptômes, ce qui lui occasionne des difficultés de concentration et des maux de tête fréquents. Il lui est donc arrivé récemment de quitter le bureau avant la fin de sa journée. À la maison, relation de couple stable, conjoint supportant, rapporte un événement survenu quelques semaines plus tôt entre ses parents. Son père aurait fait une grosse crise de colère et la mère le craint depuis. Fanny aurait dû s'interposer entre eux et même appeler la police. Mère souvent portée à la contacter depuis pour se plaindre du comportement du père, sans pourtant avoir l'intention de prendre action de façon plus concrète. Par exemple, aller chercher une aide professionnelle, envisager une séparation. Quant à son sommeil, Fanny
vous dit avoir régulièrement de mauvaises nuits de sommeil, et ce, depuis le début de sa vingtaine. Il lui arrive parfois d'avoir de la difficulté à s'endormir, environ un soir par semaine, mais il lui arrive encore plus souvent, environ 2 à 3 nuits par semaine, de se réveiller la nuit et de passer plus d'une heure à tourner dans son lit avant de réussir à se rendormir. Les matins suivants les mauvaises nuits, elle se sent peu reposée et a l'impression de traîner de la patte toute la journée. Votre questionnaire vous permet de déceler que Fanny a de mauvaises habitudes de sommeil. Plus précisément, ses horaires de sommeil sont variables. Elle fait souvent des siestes durant le jour. Elle joue aux jeux vidéo avant le coucher ou regarde la télé dans sa chambre, grignote des sucreries ou des croustilles en soirée et, finalement, passe beaucoup de temps au lit sans dormir. Ses habitudes de vie gagneraient également à être modifiées car elle mange souvent devant son ordinateur, s'hydrate peu et ne pratique aucune activité physique. Quels sont les diagnostics les plus probables à cette étape? Puis je trouvais ça bien en particulier dans les PowerPoint qu'on a trouvés là. Vous avez de l'information pour les différentes classes de diagnostic. On remarque ici psychomédia. Et puis, c'est vers ces sources-là que les enseignants en médecine familiale vont aiguiller leurs étudiants en médecine familiale. Bon, c'est safe, ça, là. Fait que si vous recommandez, mettons, à vos pères aidés ces mêmes sites-là, faites pas d'erreur, c'est les mêmes sites que des médecins se recommandent entre eux pour simplifier, là, vulgariser, avoir de l'information adaptée. Diagnostic exclu et pourquoi? Trouble panique rencontre les critères d'une attaque de panique, mais ne répond pas aux critères de durée du trouble, c'est-à-dire symptômes ne sont pas présents depuis au moins 1 mois. C'est-à-dire que pour établir un diagnostic de trouble panique, il faut que ça dure depuis 1 mois. Elle, ça fait depuis combien de temps? 2 semaines. À peine, hein? Quelques jours, là, ouais. Crainte excessive d'avoir une maladie, ne rencontre pas le critère de durée. Les symptômes ne sont pas présents depuis au moins, cette fois-ci, 6 mois. Anxiété généralisée ne rencontre pas le critère de durée. Les symptômes, encore une fois, ne sont pas présents depuis 6 mois. Trouble, stress aigu, ne reconnaît pas au moins 9 des symptômes requis. Premier diagnostic retenu, trouble de l'adaptation avec anxiété. Pourquoi? Altération significative du fonctionnement dans les 3 mois suivant l'exposition aux facteurs de stress. Conflit familial. Deuxième diagnostic retenu, insomnie. Pourquoi? Difficulté de maintien du sommeil au moins 3 nuits par semaine et depuis au moins 3 mois, avec altération du fonctionnement diurne dans le jour. Difficulté présente avec l'apparition des symptômes du trouble de l'adaptation qui ne sont pas entièrement explicables par ceux-ci. Que faites-vous maintenant? Expliquez et planifiez. Vous débutez la rencontre en remettant à Fanny les résultats de ses bilans, tous négatifs. Vous mentionnez à Fanny que ses difficultés actuelles semblent résulter d'une anxiété importante. Vous croyez que Fanny bénéficierait d'une psychothérapie pour mieux comprendre les sources de son anxiété et apporter certains changements. Vous l'encouragez à consulter un professionnel de la relation d'aide. Ah, un professionnel de la relation d'aide. Est-ce que ça se pourrait-tu qu'il y ait des pères aidants là-dedans? Bénéficiant d'une couverture d'assurance via son employeur, elle est d'accord pour voir un psychologue dans le privé. Pourquoi pas une père aidante dans le privé? À sa demande, vous lui suggérez le nom d'un psychologue à qui vous êtes habitué de référer. Vous l'encouragez également à utiliser le service de référence ampac.ca pour les pères aidants ou l'Ordre des psychologues du Québec pour les psychologues.